Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur le consul général. Donc, comme vous le voyez, je suis à la place de l'orchestre. J'espère que ça n'entamera rien de la qualité de l'échange que nous allons avoir. Cette troisième conférence sera naturellement la plus émue et la plus personnelle de la journée, d'autant que nous allons parler d'un sujet à la fois d'espoir et d'avenir, les Lumières arabes. Comme historien, j'essaie, et toute histoire est interprétation, donc elle a sa part d'arbitraire, de redonner en ces temps troublés, où on dit vraiment des choses qui ne devraient même pas franchir certaines lèvres, un sens à une histoire longue, sur un peu plus de 2 siècles, qui est l'histoire d'une libération, la libération des femmes et des hommes arabes. Cette histoire continue en ce moment, et c'est aussi parce que ce sens a été perdu, dévoyé, détourné, qu'il est important de retrouver ce chemin qui est le chemin du présent et d'un avenir partagé entre les deux rives de la Méditerranée, même si nous sommes ce soir sur les bords de l'Atlantique. Donc cette histoire des Lumières arabes, les historiens arabes eux-mêmes, ça n'est pas du franco-centrisme, la font débuter avec la Hamla, avec l'expédition de Bonaparte en Égypte, non pas parce qu'on attendait je ne sais quel général français pour se libérer, mais parce qu'il y a eu un double mouvement. D'abord, c'est chez les Arabes que la République française, la Révolution française, a voulu porter son message hors d'Europe. Et c'est suffisamment important pour le souligner aujourd'hui. Alors évidemment, il y avait des considérations qu'on dirait géopolitiques. Évidemment, on voulait frapper l'Angleterre sur la route des Indes et briser le blocus continental. Mais c'est quand même chez les Arabes que Bonaparte est allé, avec une imprimerie en langue arabe, parce que en ces temps révolutionnaires, eh bien, on imprimait des proclamations. On les imprimait en italien, en Italie, en allemand, en Allemagne, et en arabe chez les Arabes. Sauf que Bonaparte y rajoutait en Égypte Bismillahir Rahmanir Rahim, parce que il essayait de se présenter comme celui qui venait restaurer une forme de loi, une forme de légitimité face à une injustice, un istibdad, un despotisme qui lui serait ottoman. Alors les Arabes à l'époque, eh bien, ils se considéraient assez peu comme Arabes, mais ça c'est le principe des prises de conscience et des identités nationales et collectives. Et c'est contre un ennemi, tout autant que par solidarité, qu'ils vont forger cette conscience. Alors les Français ont eu l'élégance de ne rester en Égypte qu'un peu moins de 3 ans, et du coup la mémoire des massacres qui ont été perpétrés par Bonaparte et sa clique ont été effacés au profit de la monumentale description d'Égypte, qui effectivement a fait redécouvrir aux Égyptiens une partie de leur immense héritage. Et donc on voit bien que cette expédition était évidemment une agression de type colonial, mais aussi un choc de civilisation qui a prouvé que les Ottomans n'étaient plus en mesure d'assurer une domination, même indirecte, par le biais des Mamelouks, sur l'Égypte. Et donc, cela a précipité une série d'événements qui feront qu'un général d'origine albanaise, qui avait été dépêché par la Sublime Porte pour rétablir son autorité sur l'Égypte, eh bien, en fait, est devenu le tenant de l'indépendance de cette Égypte. C'est là où on voit aussi qu'il ne faut pas chercher trop loin les origines ethniques ou je ne sais quelle pureté de sang. C'est donc un Albanais qui va poser l'indépendance de l'Égypte contemporaine, de même que un siècle plus tôt,
C'était un descendant du nord de la Méditerranée qui fondait la dynastie des Husseinites en Tunisie. Et donc, on va avoir deux dynasties modernisatrices, l'une de l'ordre du despotisme éclairé, celle de Mohamed Ali en Égypte, donc Mehemet Ali, ce fameux Albanais arabisé, et celle des Husseinites en Tunisie, sur un autre mode beaucoup plus constitutionnel, constitutionnaliste. D'ailleurs, on va voir que Doustour, c'est un peu le fil rouge de cette histoire-là pour la Tunisie, y compris dans sa transition post-Ben Ali. Mais revenons à l'Égypte au début du XIXe siècle, despotisme éclairé, donc réforme fiscale, réforme agraire, projet d'industrialisation, conscription obligatoire, ce qui généralement est peu populaire, mais ce qui est supposé créer un sentiment national. Et puis, ce type d'histoire qui font que les historiens aiment lire l'histoire avant de l'écrire, c'est qu'on envoie à la source de ce qui est censé être les lumières de l'époque. À l'époque, on dit plutôt civilisation, mais il faut bien replacer le terme dans le contexte du début du XIXe siècle. Mehemet Ali parle de civilisation pour être au diapason de cette France post-révolutionnaire qui en appelle à la même civilisation avec un grand C. Donc on envoie une délégation de boursiers qui sont donc de la cour du pacha d'Égypte. Et puis pour être sûr que ces boursiers ne vont pas être tentés par les charmes de Paris, enfin ceux du Palais Royal, qui à l'époque n'était pas encore le ministère de la Culture ou le Conseil constitutionnel, eh bien on va leur mettre un imam d'Al-Azhar, un vrai docteur en charia, en fiqh, en usul fiqh, et qui va accompagner ces boursiers à Paris. Il s'appelle Arafat Tahtaoui et c'est lui qui va tomber totalement amoureux de la France, de sa civilisation et surtout de ses libertés. Parce que ce cher d'Al-Azhar va assister aux Trois Glorieuses. Il va être absolument fasciné, moins d'ailleurs par l'enchaînement révolutionnaire que par le fait que les émeutiers voulaient la tête du Premier ministre et que celui-ci ne sera pas exécuté. Il sera jugé pour ses crimes. Donc on ne cédera pas à la foule. Et à l'époque, il écrit, j'ai mis ça en ouverture de mon essai évoqué en introduction, il écrit un véritable, à la fois acte de foi et déclaration d'amour à la France en disant que Français et Arabes ont en commun justement cet amour pour la liberté et ce refus d'être dominés, et qu'il a fallu des siècles et des siècles de cette domination pour que les Arabes perdent le goût de ce que les Français étaient en train de retrouver. Donc je crois qu'on ne peut pas poser mieux, plus clairement, cette communauté de destin entre les Lumières arabes en Égypte, sous cette forme, dans l'ensemble du monde arabe, parce que peu à peu va se développer une classe de diplômés qui vont aller certains en France, d'autres ailleurs, mais la France a ce caractère particulier, la Sorbonne, c'est là où il faut être, et surtout les cafés de la Sorbonne, hein, peut-être pas forcément sur les bancs de la Sorbonne, mais les cafés, c'est important. Et puis on a le passage à l'imprimé. Alors évidemment, aujourd'hui, Facebook, les réseaux sociaux, ça nous paraît dérisoire. Le passage à l'imprimé est une révolution, car il fait sortir la langue arabe de l'espace religieux pour la mettre dans l'espace public. Et la laïcité, c'est ça. C'est pas la fin du religieux ou le refus du religieux, c'est qu'on va discuter dans un espace qui n'est pas religieux, qui n'est pas celui de la mosquée, qui n'est pas celui de la médersa, des sujets qui peuvent être religieux ou politiques ou. Et donc on va avoir toute une génération d'Arabes qui vont se parler en arabe de plus en plus clairement, dans un arabe qui sera de plus en plus commun par le biais de l'imprimé. Et donc de ces journaux qui vont être émis
ici ou là, avec des tirages qui, je le répète, aujourd'hui nous paraîtraient dérisoires, mais qui à l'époque sont totalement révolutionnaires. Et on a donc l'expérience égyptienne, très marquée par ce despotisme éclairé, et on a une autre dynastie qui s'autonomise de l'Empire ottoman. Au Maroc, la question était réglée depuis longtemps, elle ne s'était d'ailleurs jamais vraiment posée, et tout en ménageant les formes, c'est-à-dire qu'on paye tribut à la Sublime Porte. On continue d'ailleurs à faire la khotba, la prière du vendredi, en honneur du sultan calife de Constantinople. Mais on s'est autonomisé. Et cette autonomie en Tunisie va prendre un biais constitutionnel qui fait que la première constitution du monde arabe va être adoptée en Tunisie en 1861 et que le concept clé, c'est celui de la maslaha, c'est-à-dire de l'intérêt général. Et que là aussi, quand on explique le politique, le religieux, c'est impossible. Ben oui, mais dans la Constitution de 1861, il n'y a même pas de mention que le chef d'État tunisien doit être musulman. Et donc cet élan, avec ces zones d'ombre, il va être brisé par les puissances mêmes qui étaient censées être en phase avec les Lumières arabes, la France, qui après l'occupation de l'Algérie, l'écrasement de la résistance d'Abdelkader en 1847, va imposer son protectorat à la Tunisie en 1881, et l'année suivante, les Britanniques vont occuper l'Égypte. Ils se garderont bien, eux, d'imposer leur protectorat jusqu'en 1914. C'est le principe de l'indirect rule par lequel les Britanniques se distinguent tellement dans leur impérialisme des Français. Mais la Narda va continuer. La Narda, cette renaissance arabe, ce concept que je mets en parallèle avec les Lumières, cette Narda continue indépendamment des projets des monarques et des dynasties, indépendamment des occupations et des statuts des uns et des autres. Et cette Narda, pour faire très simple, elle va être traversée, là encore, mais le Mohit il al-Khalij, de l'océan jusqu'au Golfe, de deux courants qu'on n'appelle pas comme cela à l'époque, mais il est important d'y revenir, sur le fait qu'ils sont très intimement liés, un courant qu'on qualifierait d'islamiste et un courant qu'on qualifierait aujourd'hui de nationaliste. À l'époque, la question n'est pas si on croit ceci ou cela, si on met une revendication en avant d'une autre, la question est à qui s'adresse-t-on? Si on s'adresse aux Européens, on leur dit nous sommes les Arabes avec un peuple, une langue, un territoire, comme ces peuples d'Europe qui, les uns après les autres, revendiquent leurs droits. Mais si on s'adresse à la Sublime Porte, qui continue quand même de dominer directement tout le Moyen-Orient et a repris le contrôle de la Libye, eh bien on lui dit « Vous n'êtes pas des bons musulmans, vous avez trahi l'héritage du prophète, d'ailleurs vous n'avez aucun titre au califat en tant que non-arabe, et nous, Arabes, revendiquons cette revivification du califat que nous prendrons de vos mains. » Mais islamistes et nationalistes peuvent d'ailleurs cohabiter dans la même personne. Je n'en citerai qu'un, c'est vrai que j'ai une tendresse particulière pour lui, c'est Abdelrahman Kawakibi. À l'épin d'une famille de cheikhs, de la mosquée des Omeyyades d'Alep, formé à la théologie, mais aussi aux langues étrangères. D'ailleurs, c'est une des recommandations qu'il fera à son fils dans sa dernière lettre, c'est surtout apprendre le français. Et Kawakibi, il est les deux. Il est islamiste et il est nationaliste. Il est nationaliste, évidemment. Il veut cette affirmation de l'arabité, de la langue arabe. Alors, bon, les journaux qu'il publie en langue arabe à Alep, généralement, ne tiennent pas au-delà du 10e ou 11e numéro parce qu'ils sont proscrits par la police ottomane. Et en même temps,
il ouvre un bureau des plaintes où il écrit justement tout ce que les citoyens, ou plutôt les sujets ottomans, veulent reprocher à l'administration. Et en même temps, il pense à un califat rénové. Mais c'est très frappant, et on ne le répétera jamais assez en ce début du XXIe siècle, c'est qu'il est à la fois pour la séparation du politique et du temple et du religieux, et il est pour la rénovation d'un califat, mais qui serait un califat électif, un califat du meilleur. Alors, il fait 2 livres qui seront... il rédige 2 livres qui sont tout à fait emblématiques de ces 2 volets de sa pensée. L'un, c'est Umm al-Qura, donc c'est la Mecque, sauf que c'est une Mecque rêvée, c'est une fable, un peu comme les fables des philosophes du XVIIIe siècle, où il imagine un rassemblement des grands musulmans de l'histoire à la Mecque et comment il déciderait d'organiser la Ummah. Et en même temps, il écrit Tabaa el-Istibdad, les caractéristiques du despotisme, qui est un vrai pamphlet dans la tradition libérale européenne contre les méfaits du despotisme ottoman. Donc cela lui vaudra persécution et sans doute un assassinat par empoisonnement au Caire où il avait trouvé refuge. Tout cela pour dire que ces courants intellectuels, islamistes, nationalistes, qui auraient dû se développer en harmonie, en écho avec les lumières européennes, eh bien, ils vont être largement ignorés et parfois même combattus. Clémenceau, le grand Clémenceau, qui s'oppose à Jules Ferry sur la question de la supériorité des civilisations, il s'y oppose pour le Tonkin, il ne s'oppose pas à Jules Ferry sur la Marsa et le Bardo. Il lit des choses extraordinaires sur la civilisation chinoise, japonaise, indienne, mais si vous trouvez une ligne de sa part pour exalter les Arabes et l'islam, je suis preneur. Donc il y a un vrai angle mort, qui fait que, au fond, au lieu de voir cette Nahda arabe comme un avenir, une promesse, et on voit à quel point ce débat est contemporain, on l'ignore et on la combat, ou bien, évidemment, ça c'est tellement plus simple, c'est des fanatiques qui comprennent que le bâton, et donc soit le bâton le dirige, soit le bâton va l'exercer. Hein. Et on voit comment, je fais très court, j'avance dans les décennies à trop grands pas pour un historien, on voit comment en Algérie, la République française transforme les Arabes en musulmans. Et elle en fait des musulmans, avec un statut particulier, distinct des Européens. Ce n'est pas les Arabes et les Européens, c'est les musulmans. Donc on islamise les Arabes. Et cette islamisation des Arabes, on voit comment elle continue de peser sur le débat public en France. Et en outre, comme si ce n'était pas assez, eh bien, la Troisième République, c'est une citation qui est prêtée à Gambetta, elle est sans doute apocryphe, mais elle est tellement révélatrice que je vais me faire un plaisir de la rappeler. L'anticléricalisme n'est pas un article d'exportation. Donc, cette République qui, en 1905, sanctionne la séparation de l'Église et de l'État, va s'appuyer à fond perdu sur les congrégations religieuses au Moyen-Orient. Et là encore, ce discours sur les minorités. Alors, les minorités, c'est étrange, c'est toujours les chrétiens d'Orient. Moi, je connais plein d'autres minorités en Orient. Je connais des minorités ethniques, je connais des minorités de l'islam, je connais des minorités linguistiques. Mais quand on dit les minorités, c'est toujours les chrétiens d'Orient qui, très étrangement, à cette époque-là, n'étaient pas du tout en phase de régression ou d'exode, comme on le voit actuellement, mais étaient en phase de vitalité, je dirais même de survitalité démographique. Il faut imaginer que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les chrétiens font plus d'enfants que les musulmans en Orient. D'où une pression à l'émigration, mais qui est une pression de vitalité, et non pas une fuite face à des avanies locales. Donc pour faire simple,
les Français et les Britanniques vont chercher un partenaire arabe contre les Ottomans, devenus de plus en plus turcs, qui se sont alliés d'abord secrètement, puis ouvertement avec les empires centraux au moment du premier conflit mondial. Et cette alliance, elle va être faite avec celui qui apparaît comme le champion à la fois des nationalistes et des islamistes, parce qu'il est descendant du prophète, il est shérif, il est gouverneur ottoman de la Mecque et de Médine, mais en même temps, il est prêt à ce que ces lieux saints deviennent la base pour la reconstruction d'une idée arabe, à défaut d'une identité et d'un projet arabe. Et puis pour les nationalistes, il est celui qui pourra efficacement s'allier aux Britanniques et aux Français. Et ce sont donc les nationalistes, c'est-à-dire concrètement les sociétés secrètes, qui à l'époque se sont développées contre les Ottomans, El-Raed dans le volet militaire et El-Fatat dans le volet civil, qui vont mandater donc le shérif Hussein de la Mecque pour négocier avec les Français et les Britanniques. Tout ça s'est fait en arabe, par écrit. Donc on ne va pas dire qu'il y a des problèmes de traduction. C'est très clair. Et les Britanniques s'engagent au nom des Français. Donc M. McMahon, Henry McMahon, qui est à l'époque haut commissaire en Égypte, s'engage au nom des Français. Et d'ailleurs, les Russes sont informés comme observateurs. C'est d'ailleurs comme ça qu'on saura que tout ça s'est passé, parce que la révolution bolchevique révélera ces tractations secrètes. Et donc c'est très clair. Les Alliés s'engagent à soutenir l'émergence d'un royaume arabe dont la capitale sera Damas, parce que Damas c'est Cham, c'est le Bilad des Cham, et c'est là où tout commence et où on peut le craindre ces derniers temps, où tout risque de finir. Mais c'est là où les Arabes veulent reconstruire ce royaume sur les ruines de l'Empire ottoman, qui redonnerait à la Nahda un espace politique au-delà des occupations diverses. Et donc les Arabes vont se battre courageusement, mais surtout efficacement. Alors je fais tout de suite justice à un battleur largement mythomane, Thomas-Édouard Lawrence, qui a su trouver le ton épique de sa propre épopée. Mais l'idée que quelqu'un peut apprendre aux Arabes à faire la guerre dans le désert est tellement indécente qu'il fallait au moins être sorti d'Oxford pour l'imposer à la mémoire collective. Donc Laurence d'Arby et Laurence d'Oxford, d'ailleurs le plus beau livre qu'il a écrit, c'est pas les 7 piliers de la sagesse, c'est La Matrice. Et donc les Arabes demandent des armes, et hier comme aujourd'hui, on leur refuse, on leur mégote. Et ils arriveront quand même à remonter la voie du chemin de fer qui va de Damas à Médine et à entrer dans Damas en octobre 1918, où ils seront vite suivis par les Anglais. Et ils auront déjà appris, du fait de la révolution bolchevique, que contrairement aux promesses qui leur ont été faites, les Français et les Britanniques se sont mis d'accord pour se répartir le Moyen-Orient, avec une zone française au nord, une zone britannique au sud et une Palestine qui est internationalisée. Et c'est pour ne pas tenir cette promesse à l'égard des Français, qui elle-même permettait de ne pas tenir la promesse à l'égard des Arabes, que les Britanniques vont faire une troisième promesse, qui s'appelle d'ailleurs en arabe la promesse, Wahad, mais en français, en anglais, la déclaration Balfour, où donc ils promettent quelque chose qu'ils n'ont pas, qui est la Palestine, pour y installer un foyer national juif. Et le pire dans cette déclaration, c'est la réduction des habitants non juifs à de simples droits civils et religieux, donc pas de droits politiques et pas de droits nationaux.
Donc cette triple promesse ou cette triple trahison britannique c'est une évidence largement à l'origine profonde, à la racine des conflits contemporains. Mais l'essentiel n'est pas là. Les Arabes apprennent dès novembre 1917 qu'on les a trahis et retrahis. Mais la lutte de libération continue. D'ailleurs, ils la mènent jusqu'à Damas et jusqu'à Alep. Et Alep, c'est vraiment eux qui prennent Alep et qui donc font partie de cette poussée qui va contraindre l'Empire ottoman à l'armistice de Mudros. Donc, là encore, Laurence d'Arabie, vous pouvez... Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, mais enfin, historiquement, c'est pas grand-chose. Et les accords Sykes-Picot n'ont jamais été appliqués. Donc, c'est pas la peine de dire que c'est le problème, c'est pas les frontières actuelles ne sont pas liées aux accords Sykes-Picot. Sinon, la Palestine serait internationale, ça se saurait. Non, c'est lié aux conférences qui suivent le premier conflit mondial, conférence qu'on appelle improprement de paix. Un grand historien, Eric Fromm, a dit que c'était la paix pour mettre fin à toutes les paix. On le sait pour l'Europe, mais on le sait moins pour le Moyen-Orient. Et donc, ce royaume arabe, il va exister. Il va même être soutenu par un parlement qui va être élu dans les régions débarrassées de l'occupation ottomane et par des artifices divers dans les régions toujours sous occupation française et britannique. Et ce Parlement, par sa légitimité populaire, constitutionnelle, va proclamer en mars 1920 le roi Faisal, qui est donc le fils de Hussein, qui est arrivé à Damas à la tête des troupes insurgées, va le proclamer roi constitutionnel de Syrie. Donc on voit que non seulement les Arabes ont été des alliés, mais qu'en plus, dans le processus d'affirmation nationale, ils jouent très exactement le jeu qui est demandé et que l'on voit à l'œuvre dans d'autres régions d'Europe, sauf que là-bas, il est salué par les tenants des nationalités. Et là, au contraire, il va être brisé par les Anglais et les Français, et brisé aussi, là aussi, n'oublions pas, hein, les Américains. On ne sait jamais si le pire, c'est quand ils interviennent ou quand ils se retirent. Et c'est le retrait américain. En 1919, le fait que les Américains ne sont pas membres de la Société des Nations, le fait que le droit à l'autodétermination, qui était un des 14 points de la déclaration du président Wilson, ne rentrera pas en application et ne sera pas inscrit dans les mandats de la Société des Nations, c'est cela aussi qui explique que les Arabes vont être laissés face à ces deux empires qui vont briser donc leur élan d'autodétermination et instaurer les mandats que l'on sait, mandats britanniques sur l'Irak et la Palestine, et puis on créera un État entre les deux pour faire tampon, la Transjordanie, et mandat français sur la Syrie et le Liban. C'était déjà assez grave. Mais cet élan qui a été brisé va avoir un effet tout à fait inattendu, c'est qu'il va potentialiser une force anti-Nahda, anti-Renaissance, qui n'existe que par le refus de cette Renaissance sous toutes les formes. Et cette force, il se trouve qu'elle s'est développée dans un espace qui est à la fois hors ottoman et hors intervention coloniale. Elle s'est développée en Arabie centrale à partir d'un pacte entre une famille, les Saouds, et un prêcheur, Ibn Abd el-Wahhab. Donc en 1744, il y aura 3 tentatives d'État, et la troisième, si j'ose dire, sera la bonne à partir de 1902. Les Saouds ne participent pas au soulèvement anti-ottoman. Les Saouds attendent. Comme on a vu d'autres moments dans l'histoire, des forces attendent, comme moi j'ai vu les djihadistes à Alep attendre, entre Bachar et les révolutionnaires, attendre le moment propice. Et ce moment propice, évidemment, il va intervenir après l'écrasement du rêve
du royaume arabe, après l'installation de Faisal sur un trône d'Irak qui lui est tellement peu promis que les Anglais inventent le plébiscite présidentiel pour un roi. C'est-à-dire qu'on fait une question, la question est-ce que vous voulez Faisal comme roi? Voilà. Et bizarrement, on a 97% de réponses positives. Donc après, ce sera recyclé pour Nasser, pour Chichakli, pour d'autres. Mais à ce moment-là, c'est instauré pour valider une monarchie qui n'a aucune racine locale. Et puis on voit que le shérif Hussein, lui, il est resté à la Mecque et à Médine. Il est roi du Hijaz, lui qui espérait être roi des Arabes, ou au moins voir un de ses fils roi des Arabes. Donc il a Faisal sur ce trône tellement peu légitime d'Irak, alors qu'il était roi constitutionnel de Syrie. Et son autre fils, Abdallah, émir d'un pays qu'on crée autour de lui, littéralement, la Transjordanie. Et puis là, une parenthèse sur le califat. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, écrit et entendu sur le califat depuis 2 ans? Eh bien, sans doute rien vous apprendre parce que vous savez, mais les musulmans vivaient très bien sans calife depuis longtemps. Et les Arabes, un jour, ont fait exactement le contraire de ce que le calife leur demandait. Ce calife-là, c'était en 1914, il avait proclamé le djihad contre les Français et les Britanniques. Les Arabes ont fait le contraire. Ils sont alliés, comme Arabes, contre cet État où, soi-disant, un calife leur disait de faire le djihad contre les mécréants. Donc, de toute façon, la rupture, elle est profonde, elle est ancienne. Et qu'ils soient nationalistes ou islamistes, dans la Nahda, les Arabes ne voyaient plus d'intérêt à cette figure califale. Et d'ailleurs, cette figure califale, quelle est la dernière personne qui va l'invoquer? Eh bien, Mustafa Kemal, qui n'est pas encore Atatürk. L'invoquer. Pendant la guerre qui lui permet de constituer la Turquie contemporaine, il prononce le djihad au nom du calife. Le djihad au nom du calife. Et après, on va en parler du kémalisme. Et c'est au nom de ce djihad, entre autres, il y a évidemment la lutte de libération contre toutes ces interventions sur tous les plans, sur l'invasion d'une coalition internationale qui va faire que la Turquie veut se relever de ses ruines. Mais la République turque va vivre sous le régime du califat pendant 2 ans. C'est pas mal ça, mais c'est la réalité. Et donc on abolit le sultanat pour la République, mais on garde le calife encore 2 ans, parce que ça peut servir avec les Kurdes, avec telle ou telle puissance étrangère qu'on voudrait amadouer. Et donc le califat est aboli par un vote du Parlement turc. Ça, c'est quand même extraordinaire. Donc cette abolition du califat, elle ne change rien. Rien. Vu que de toute façon, ce califat avait prouvé 10 ans plus tôt, en dehors de la Turquie, qu'il n'était pas efficace. C'est-à-dire qu'un appel du calife, ça faisait pchit, comme aurait dit un ancien président. Mais à partir du moment où le califat est vacant, cela crée un appel d'air, même symbolique. Et le shérif Hussein va se dire, eh bien, après tout, le rêve national, il va falloir attendre. Mais peut-être que le califat... Alors, il n'est pas seul en lice. Le roi le roi Fouad et le roi d'Égypte est en compétition. On a d'autres candidatures qui commencent à s'émettre ici, là. Donc, on voit qu'on est dans la pluralité. Mais ce vide va, lui, montrer aux Saouds qu'ils peuvent faire mouvement sur la Mecque et Médine. Ils s'empareront de la Mecque et Médine, et en s'emparant de la Mecque et de Médine, non seulement ils portent le coup fatal au projet donc du royaume arabe, de la révolte arabe, etc., mais surtout, ils installent une idéologie anti-Narda
au cœur de l'islam en s'emparant de la Mecque et de Médine. Donc on arrête avec l'islam, la réforme, les Lumières, etc. C'est un processus historique. Et Anglais, Britanniques et autres tenants des Lumières ont tout fait. Je ne pense pas que ce soit volontairement. Hein. Je pense même que leur inconscience, leur bêtise et leur aveuglement a été au-delà de l'entendement pour installer cette force la plus, on va être poli, intolérante, au cœur de l'islam à la Mecque et à Médine. Et à partir du moment où on contrôle la Mecque et Médine, eh bien, effectivement, on reprend une position dominante. Donc ces lumières arabes, elles vont se poursuivre, elles vont continuer dans la lutte contre l'occupant, dans la revendication des indépendances, dans ces combats tout à fait admirables qui ont été menés, là encore, hein, de l'océan jusqu'au Golfe. Mais ceux qui sont les héritiers de la Narda au cœur du Moyen-Orient vont arriver à l'indépendance totalement épuisés. Épuisés par les avanies, les injustices, la répression des uns et des autres. Et ils seront trop faibles lorsque la création de l'État d'Israël, d'une part, la militarisation des sociétés par justement cet ennemi extérieur qu'on va intérioriser, va ouvrir la voie à toute une série de coups d'État. Ça commence en 1949 en Syrie. C'est très symptomatique, d'abord parce que c'est la Syrie, et parce que c'est un général qui a perdu la guerre contre Israël, qui risque de passer en commission d'enquête parlementaire pour corruption et qui va renverser les institutions républicaines. Mais ça continue avec Nasser en 1952, ça continue avec Ben Bella puis Boumedienne en 1962, et ça continue jusqu'à Kadhafi en 1969. Alors Kadhafi, c'est presque le détournement de l'indépendance à l'état pur, vu qu'en 1963, on lui avait demandé mais pourquoi tu as choisi la carrière militaire plutôt que la fonction publique? Il a répondu pour faire un coup d'État. Donc on est avec des militaires qui entrent à l'école militaire pour faire un coup d'État. Pas pour défendre le pays, pas pour défendre les frontières, pour s'accaparer ce pouvoir. Et donc, Nanarda, après avoir été combattu, dévoyé par ces puissances européennes qui auraient dû, au contraire, l'encourager, va être détourné, réprimé par des cliques militaires qui vont parler au nom du peuple, hein, mais évidemment le peuple, c'est très bien quand on parle en son nom, hein, et on va recycler dans les républiques le principe des plébiscites à 97, 98, 99%, dont on connaît la validité en termes de légitimité. Donc, on voit ce processus de la Narda qui va être, là encore, combattu et qui va être, si j'ose dire, détruit de l'intérieur, en tout cas sapé de l'intérieur, par l'opposition entre nationalistes et islamistes, qui va résulter non pas d'une antithèse posée depuis toujours, mais d'une guerre froide arabe qui va jeter l'Égypte de Nasser contre l'Arabie de Fayçal. Et déjà à l'époque, c'est le malheureux Yémen qui fait les fruits de ce combat. Donc, on va finir sur une note d'espoir, parce que avec tout cela, eh bien, on a quand même eu ce que moi j'appelle la révolution arabe, ce que d'autres ont appelé printemps. Alors je ne dis pas révolution parce qu'il y aura des révolutions partout, mais simplement parce que c'est une contestation de cet ordre inique qui est issu de ce déni de libération qui a été d'abord imposé par les puissances coloniales et ensuite par les cliques militaires que l'on a décrits. Alors on voit ces idéaux de la Narda qui reprennent une actualité, mais ça ne veut pas du tout dire que c'est simple.
ni que c'est acquis, c'est l'histoire. Et cette histoire, elle s'est faite avant comme aujourd'hui par les femmes et les hommes du monde arabe. Merci de votre attention. On passe aux questions. Et le rôle des femmes dans les Lumières arabes pendant 2 siècles? Et bonsoir. La période 1924, création de l'Arabie Saoudite jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale 1939, je vois qu'il y a eu un passage à vide où l'intervention américaine était du moins importante. Merci. Oui, vous parliez de la similitude qu'il y avait sur les Lumières et les Lumières du monde arabe. Il y a 2 ans, j'avais la chance d'être reçu à Damas par le docteur Kinda Asmat, qui est ministre des Affaires, à l'époque, ministre des Affaires sociales, qui avait cette culture la française, puisque son frère fait ses études de droit à Nantes. Elle me disait, mais comment, Olivier, vous, le français, pouvez-vous comprendre que pour les libertés, la France puisse s'associer à l'Arabie Saoudite et au Qatar? Bien. Alors, si ce monsieur a une culture française, si elle a le moins de respect pour les mots liberté, égalité et fraternité, je ne peux pas imaginer, vous dites c'était il y a 2 ans, donc ça veut dire que Bachar al-Assad avait déjà bombardé à l'arme chimique sa propre capitale. Lui s'associe à un criminel contre l'humanité. L'incapacité à percevoir le mouvement des sociétés amène généralement à regarder du côté de parrains étrangers. Or, ce que je vais vous dire est une bonne ou une mauvaise nouvelle, je ne sais pas, mais de toute façon, plus aucun parrain étranger ne contrôle rien dans cette partie du monde. Donc on peut disserter à perte de vue, publier livres et reportages sur telle ou telle puissance. Elles ne sont elles-mêmes qu'à chevaucher le tigre. Donc je pense avoir été suffisamment clair dans ma caractérisation du wahhabisme. La France ne s'associe qu'au peuple syrien. Et le peuple syrien aujourd'hui vit une tragédie abominable dans un abandon presque total. Et je suis fier comme Français que mon pays soit un de ceux dans ce silence assourdissant qui continue à porter la parole des victimes. Car si Alep est détruite, ce n'est pas une question syrienne. C'est une des plus vieilles cités de l'humanité. Une partie de tout ce que nous sommes en vient. Et si effectivement on laisse faire cela, eh bien on réveille les monstres. Et les monstres, vous pouvez les qualifier comme vous voulez. Pour ma part, je mets Daesh et Assad dans le même sac. Pour les femmes, alors je suis désolé de ne pas avoir été assez explicite dans le féminisme des uns et des autres. Je vous rappellerai qu'au même moment, en France, au XIXe siècle, il n'y avait pas énormément de femmes non plus. Je vous rappellerai que la gauche française a accordé le droit de vote aux femmes 16 ans après la Turquie kémaliste. Donc, je reviendrai à des moments clés. La première manifestation féminine du monde arabe qui se fait pour demander la libération de Kawakibi à Alep,
à la fin du XIXe siècle, la révolution égyptienne de 1919, révolution pacifique, révolution anticoloniale, révolution non violente, révolution gandhienne des années avant Gandhi, où les femmes entrent dans l'espace public et tiennent toute leur place dans les manifestations. Mais pour répondre à une question plus immédiate, plus contemporaine, il est évident que dans la multitude des facteurs qui conduisent à l'ébranlement du système que j'ai décrit trop rapidement en 2011, le facteur essentiel est la transition démographique, c'est-à-dire la libération des femmes des charges de la procréation trop souvent imposées. Et aujourd'hui, ce qui me fait le plus peur, dans toutes les horreurs que l'on voit, c'est que la fécondité repart à la hausse. Et que ça n'est pas une fatalité. C'est même d'ailleurs quelque chose que les démographes n'expliquent pas, parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Généralement, une transition démographique ne se renverse pas. Et donc, l'Égypte, aujourd'hui, il y a l'exception de la Chine, mais la Chine, c'était la politique de l'enfant unique imposée par le Parti communiste. Aujourd'hui, l'Égypte est en train de retrouver des niveaux de progression démographique d'il y a 20 ans. C'est tout simplement une catastrophe pour ce pays. Mais cette catastrophe, c'est une catastrophe d'État. Abdel Fattah Sisi, que l'on présente comme je ne sais pas quoi à l'étranger, est fondamentalement quelqu'un qui a détruit tous les programmes de contrôle des naissances dans son pays, ce qui veut dire concrètement qu'il veut l'asservissement des Égyptiennes. Donc ce sont des choses qui doivent être méditées quand on réfléchit effectivement au progrès, à l'avancement d'une société qui ne peut passer que par la libération des femmes, leur contrôle de leur propre corps, donc de leur fécondité, leur accès aux études, leur accès au marché du travail. Et ce qui était vrai à l'époque l'est toujours aujourd'hui, mais les ennemis de cette libération ne sont pas forcément là où on croit les trouver de manière un peu mécanique. De 1924 à 1939, les Américains ne sont pas très présents. Il y a effectivement la Standard Oil of California qui va avoir les premiers permis d'exploitation du pétrole dans ce qui est l'Arabie saoudite, mais l'Arabie saoudite, c'est uniquement à partir de 1932. Avant, on parle du royaume du Nejd et du Hijaz, mais c'est très intéressant de voir que cette Arabie est saoudite, que ces sujets sont saoudiens, ce qui est unique au monde, qu'on appelle les sujets par le nom de la dynastie régnante. Donc il y a une véritable appropriation non seulement du pays, mais de ses ressources symboliques, la Mecque et Médine, et bientôt de ses ressources financières, pétrolières, par une famille qui sont les Saouds. Donc les Américains, 24-39, non, pas trop. Non, le tournant pour les Américains, c'est 45, c'est la Saint-Valentin, le 14 février 45, où Roosevelt, qui revient d'Yalta, c'est quand même pas rien, trouve le temps de rencontrer Ibn Saoud sur le lac Amer. Et donc, il y a ce pacte non écrit. Les historiens sont toujours très frustrés parce qu'ils aimeraient bien avoir quelque chose de sécurité contre énergie. Je vous garantis votre défense et vous me garantissez un pétrole peu cher. Ce pacte, il est obsolète. Et on n'a pas encore compris toutes les conséquences de ce que cela implique, mais c'est d'ores et déjà relativement rock'n'roll, y compris sur le marché des hydrocarbures. Je voudrais vous poser une question sur la Nahda. La Nahda étant une idée, un mouvement de pensée, les embûches, la politique internationale, les différents intervenants, je pense que des choses comme ça ne s'arrêtent pas par des murs et physiquement. Première remarque. Deuxième remarque, un vécu, l'importance de l'Arabie saoudite
a été nettement inférieur à l'impact de l'Égypte sur le monde arabe. Notre génération a été bercée par la culture égyptienne, qui a été beaucoup plus importante, et malgré l'impact de Médine et de la Mecque. Et ce n'est que tout récemment la prospérité pétrolière et la religiosité qui est venue par la suite, qui a donné de l'importance à l'Arabie saoudite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci. Vous nous avez parlé des Lumières du 19e siècle. Est-ce que on ne peut pas revenir aux Lumières du Moyen-Âge? Parce que c'est là où il y a eu vraiment des Lumières, et donc concrètes au niveau de la pensée, au niveau du monde arabo-musulman. Alors qu'au 19e, il n'y a pas eu, il y a eu des courants, il y a eu peut-être aussi cette volonté de pénétration des Européens dans le Moyen-Orient en disloquant l'Empire ottoman. Donc, est-ce que c'est réellement positif, même si on parle d'émancipation et de liberté retrouvée? Il y a eu aussi des dictatures qui ont été pérennisées grâce justement à l'Occident. Il y a problématique. Je voulais savoir où se situe l'origine des mouvements djihadistes, même si je n'aime pas trop donner ce nom à ces mouvements-là. Mais est-ce que c'était justement pour contrer la Nahda ou c'est une création récente? Alors, je vais procéder par ordre. Bon, votre premier commentaire, on a dit la même chose. Donc, bien sûr, je veux dire. Bien sûr. Le deuxième, alors là, c'est une question que les historiens connaissent bien, c'est quoi tout récemment? Tout récemment des uns, c'est pas le tout récemment des autres. Hein. Ça dépend de la perception, de l'âge, de la génération. Bon. Et la question n'est pas si on écoute Kalsoum à la radio. Hein. La question, elle est... parce Kalsoum, on l'écoute même en Arabie Saoudite. C'est quel est le modèle de société qui est véhiculé par un système politique. Et là, je crois que, bon, après le débat est ouvert, hein, mais il y a eu un effondrement hein, qui est lié, pour faire simple, à l'Infitah, hein, la politique de Sadat dans les années 70, de dénacérisation, qui était liée elle-même au choc pétrolier et à une émigration massive de travail qui a fait que l'ascension sociale de ces émigrés dans le Golfe s'est accompagnée non pas d'une adhésion aux valeurs wahhabites, mais d'un mimétisme. Si c'était là-bas qu'on devenait plus riche, si c'est là-bas qu'on grimpait dans l'échelle sociale, ben c'était là-bas qu'on avait un nouveau statut et que du coup on allait s'habiller comme les gens du Golfe. Hein. Vous savez, il y a une époque qui n'était pas si lointaine, c'est pour ça que je mets où il n'y avait pas d'eau-parleurs dans les mosquées. Ça existait, des muezzins qui fonctionnaient à la voix. Donc, on peut dire que c'est tout récent, mais ça paraît très très loin quand on réfléchit un petit peu. Et ça a complètement changé le paysage social et culturel du monde arabe. Alors moi j'ai un petit problème avec le Moyen-Âge, c'est que c'est très bien le Moyen-Âge, comme ça on met tout ça au musée, dans la naphtaline, et puis vous savez, hein, si vous alliez demander à un paysan andalou s'il avait lu Ibn Rushd à l'époque, ou un métayer de la Routa s'il avait lu Ibn Khaldoun, je pense que c'était assez vite tranché. Donc il y a un côté élitiste, hein, bon, moi je parle des peuples, hein, il n'y a que ça qui m'intéresse, hein, c'est les peuples. Et quand je fais référence à tel ou tel penseur, c'est s'ils ont la capacité de mettre en mouvement les peuples concernés, comme ça a été le cas pour Kawakibi et beaucoup d'autres. Donc voilà, après, j'ai essayé de décrire un processus qui est un processus dialectique,
Oui, il y a une responsabilité occidentale. Non, elle n'est pas exclusive. Et le problème, c'est qu'il faudrait qu'on tranche l'un ou l'autre. Ah, tout est la faute de l'Occident. Ah, tout serait la faute des Arabes et des musulmans qui sont incapables d'accéder à la modernité. Non, ça s'est fait justement parce que l'histoire est partagée. Une histoire partagée, ça ne peut pas dire qu'elle est positive parce qu'elle est commune, ça veut dire qu'elle est partagée. Et l'histoire, c'est aussi la tragédie. Et ça, malheureusement, on en est saturé. Alors les djihadistes, moi je les appelle djihadistes, alors j'ose pas dire que ça tombe bien, mais tout à l'heure j'étais à l'Institut de formation des imams de Rabat et je leur ai parlé du djihad comme professeur laïque de Sciences Po Paris. Et comment s'est fait la mutation toute récente, alors là pour le coup, vu que ça date du début des années 80, et l'invention d'un djihad global, mondialisé, qui est déconnecté d'un territoire et d'une population. Ces mouvements djihadistes vont parasiter différentes luttes de libération nationale, qu'on peut qualifier de djihad ou autre chose, qui vont donc être dévoyés au profit de leur projet, qui est un projet totalitaire. Et je l'ai dit, je l'ai écrit, je pense que c'est une nouvelle religion, c'est une secte, comme, avec une économie du salut, etc. Donc moi je dis djihadistes pour qu'on arrête de dire moudjahidines, parce que les moudjahidines, c'est des gens qui se battent généralement pour leur terre. C'est pas ça, c'est des résistants. Ça. Les djihadistes, c'est autre chose, parce que les djihadistes, ouvrez vos journaux, un jour, ce matin, c'était le Puntland, en Somalie. Hier, c'était au Baloutchistan. Et puis évidemment, Mossoul, Raqqa. Donc, ils picorent, ils nomadisent. Au fond, aucune terre ne leur importe. Il faut faire attention parce que s'ils perdent la terre qu'on est en train de leur dénier, ils réapparaîtront sans doute ailleurs. Et c'est pour ça que le projet doit être, si j'ose dire, traité beaucoup plus à la racine. Et ça me ramène à la remarque du soi-disant ami de la culture française à Damas. Tant que vous avez des horreurs pareilles qui se commettent dans l'indifférence générale, pour ne pas dire la complicité, comment voulez-vous que les djihadistes n'aient pas un boulevard en disant, vous voyez, le monde entier a abandonné les musulmans, tout ça c'est du mensonge. Je l'ai dit et répété avant bien d'autres que c'était du mensonge. Mais cette incapacité à sentir la souffrance arabe pour ce qu'elle est, c'est-à-dire douloureuse, et devant appeler une réponse autrement que virtuelle quand ce n'est pas des bombardements de l'aviation russe, eh bien c'est ça qui aujourd'hui nourrit ces mouvements djihadistes. Ça ne les rend que plus dangereux et que moins légitimes. J'espère avoir répondu à votre question. Bonsoir. Je voudrais soulever 2 points. Le premier point, celui du djihad. Et là, c'est l'interprétation des textes coraniques. Alors, je vois que le djihad, le plus grand djihad, comme a été dit par le prophète dans son dernier discours, c'est le djihad du soi, de l'ego. Et donc là, moi, je vois que le deuxième point que je veux soulever, celui de... Aujourd'hui, on vit un extrémisme occidental qui tend vers la liberté et qui est soutenu par la mondialisation. Alors, la mondialisation qui a une tendance de points essentiels. C'est le premier point, c'est les sociétés de consommation, consumérisme. Et le deuxième point, c'est le sexisme. C'est-à-dire que la femme est un produit à utiliser pour produire. Et là, il y a un islam qui est radical. Donc, il y a une tendance islamique radicale et une tendance occidentale plus libérale. Et donc là, comment doit-on se situer? C'est-à-dire au milieu. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir fait référence à Kawakibi, parce que c'est un auteur qui a inspiré des jeunes
Marocains qui sont sortis dans la rue un certain 20 février 2011, dont je fais partie fièrement. Je revendique cette appartenance. Moi, je voudrais vous poser une question sur le Yémen, parce que le Yémen intrigue au Maroc. L'armée marocaine est impliquée malheureusement dans cette guerre oubliée, et on ne comprend pas, nous, du côté de l'Atlantique, ce qui nous amène, ce qui amène l'armée marocaine à mener une guerre qui n'est pas la nôtre, je ne crois pas que c'est notre guerre, et qui mène une coalition composée de l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., etc. Est-ce que c'est une plus grande influence de l'Arabie Saoudite sur les États maghrébins, ou bien c'est en fait une manière pour les États-Unis d'engloutir l'Arabie Saoudite dans cette guerre, dans un bourbier yéménite? Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Filiu, ravi de vous retrouver. J'ai une petite question au regard de votre qualité de chercheur et d'historien. Que pensez-vous du travail de beaucoup de docteurs de la loi, d'islamologues sur la réforme islamique? Que pensez-vous de leur travail? Y voyez-vous une forme de nouvelle nahda qui ne soit pas liée au nationalisme arabe, mais plutôt à la pensée islamique? Premier élément. Et deuxième élément, que pensez-vous que la plupart de ce travail-là de réformisme islamique se fait principalement en Occident et beaucoup moins en Orient, donc que cette révolution viendrait plutôt de l'Occident au lieu de l'Orient? Merci. Enfin, ces trois interventions appelleraient des réponses très longues, donc je vous prie par avance de m'excuser sur le caractère trop bref. Là, je vais faire l'inverse, je vais commencer par la fin. Je ne pense pas que ce soit en Occident que des lumières devraient être retrouvées pour être réimportées dans un Orient qui ne pourrait plus les porter. Je crois que les lumières sont là, en Orient. Simplement, on les massacre. Donc, il faudrait peut-être lever l'étau, le carcan, pour que ce travail de réforme, qui est indéniable, puisse retrouver la dynamique qui ne peut être issue que d'un mouvement populaire, qui ne peut en aucun cas être imposé d'en haut. Et donc ça, les sociétés, elles ne prennent pas le TGV. Ce sont des processus longs, mais dont on a vu dans l'accélération subite qui a été ressentie en 2011 qu'ils peuvent mûrir longtemps et déboucher très vite. Donc on a... alors faut faire... Moi je distingue bien deux choses. Il y a la Nahda comme mouvement politique qui a pu avoir donc nationaliste, islamiste. Moi, je crois beaucoup que c'est par la réconciliation entre ces courants, donc l'acceptation de la diversité de la part des uns comme des autres, de la pluralité, que l'on peut aller de l'avant. C'est fondamentalement le pacte sur lequel s'est fondée la constitution tunisienne et la refondation d'une république donc pluraliste et non pas moniste à la bourguibienne. Voilà, donc ça c'est, je crois que c'est cela qui est important. Il y a énormément de vitalité, de recherche, et puis on peut être surpris ça c'est les détours de l'histoire, par quel biais ça pourra revenir dans la sphère publique. Le Yémen est une question terrible. Je n'ai pas évoqué le Yémen, j'aurais pu, j'aurais dû, mais il faut savoir que de tous les mouvements de l'année 2011, il est possible que la révolution yéménite ait été le plus sublime. Dans un pays où on a 2-3 armes à feu par habitant, cette révolution s'est voulue pacifique, non violente.
et elle est redescendue dans la rue malgré les massacres. C'était le cas aussi en Syrie, mais ce qui s'est passé au Yémen, c'est qu'on a cru qu'on pouvait faire avec le dictateur. Et ça ne passe pas. La preuve, on a dit « Oh, monsieur Ali Abdallah Saleh, gardez tout l'argent que vous avez détourné. Soyez impunis pour tous les crimes que vous avez commis. Gardez vos fils à la tête des services de sécurité. Gardez même la présidence du parti qui fut si longtemps le parti unique. Nous vous laisserons tranquilles. En contrepartie, acceptez une transition. » Et alors, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu à l'époque ? Le scénario yéménite. Mais pourquoi ces Syriens veulent-ils faire partir Bachar el-Assad ? Alors qu'on peut, c'est évident, au Yémen, s'arranger avec le dictateur, le laisser en place. Il partira gentiment. On a vu le résultat. D'abord, cette transition a été l'ombre d'elle-même, vu qu'on a donné le pouvoir au vice-président et on l'a fait élire par 99% des voix. C'était bien la peine. Donc ce monsieur, Abderrabbo Mansour Hadi, a soudain été béni de tous les dieux du Golfe et d'ailleurs. Sauf qu'Ali Abdallah Saleh n'était pas parti, il était même au cœur du système. Et je peux vous dire qu'un dictateur au cœur du système, qui s'appelle Assad, Saleh ou autrement, il fera tout pour saboter toute forme de transition démocratique. Ce n'est même pas une question de principe, c'est une question d'efficacité. Un dictateur, ça part. Sinon, ça détruit. Regardez la Syrie, regardez le Yémen. Je vous passe les différents épisodes. Il s'est d'abord allié avec les djihadistes. On peut quand même remercier Ali Abdallah Saleh pour avoir laissé des pans entiers de son pays à Al-Qaïda pour la péninsule arabique, notamment les camps d'entraînement des frères Kouachi. Donc, et en même temps, il se posait, évidemment, en rempart contre le chaos, contre le djihadisme, comme Assad aujourd'hui, avec une main dans chaque camp. Mais ce n'était pas assez. Même avec les djihadistes, il n'arrivait pas à déstabiliser la transition démocratique. Donc, il s'est retourné contre les personnes, vers les personnes qu'il avait combattues pendant 10 ans. Une guérilla du nord du pays qui s'appelle les Houthis, qui est liée à l'Iran, etc., etc. Et là, il a donc fait mouvement sur Sanaa, parce que les Houthis, qui n'avaient jamais pu dégager du nord du Yémen, pensaient bien que sans la garde présidentielle de Saleh, sans ses troupes d'élite, etc., ils n'auraient jamais pu prendre Sanaa. Et puis, c'est comme ça. Les dictateurs, ils n'en ont jamais assez. Il est descendu jusqu'à Aden. Et là, l'Arabie a dit non. Non. Mais elle l'a dit comme le régime qu'elle est, c'est-à-dire pas forcément un régime qui rendait compte devant son peuple. Et donc, elle a constitué cette coalition. Et là, on est face à quelque chose de terrible. C'est qu'on a une légitimité qui est celle de la transition démocratique, vue et revue comme le scénario yéménite, c'est-à-dire sans départ du dictateur, mais on a un dictateur qui est resté là et qui a tout sabordé, et donc on a un pays qui s'engloutit dans la guerre civile. Donc, que ce pays soit déjà un des plus pauvres du monde n'en est que plus choquant. Que des bombardements ciblent des civils, et de manière trop répétée pour que l'on puisse croire que ce soit des erreurs, est encore plus choquant. Mais on ne peut sortir de cette situation qu'en neutralisant le dictateur. Et ce qui est terrible, c'est que ces dictateurs qui préfèrent une fin effroyable à un effroi sans fin finissent en détruisant le pays. C'est le cas pour Saleh au Yémen, c'est le cas pour Assad en Syrie, à se présenter comme incontournables. Ils ne sont pas du tout incontournables. Il faut qu'ils dégagent. Et donc, tant qu'on n'arrive pas à formaliser cette capacité de neutralisation de la force la plus destructrice qui est au cœur du système du nizam, à ce moment-là, effectivement, on ne peut pas voir d'issue à la crise yéménite, et c'est un crève-cœur. Alors, l'alternative que vous posez, monsieur, moi, personnellement, je ne la vois pas. Je suis même assez inquiet, non pas pour un excès de libéralisme, mais pour un retour du populisme dans les pays occidentaux.
la première réponse sera donnée le 8 novembre aux États-Unis. Et je crois que tout ça va bien au-delà des constructions binaires que l'on pose. Je crois au contraire que les partisans des libertés, où que ce soit, doivent comprendre, où que ce soit, que leur destin est lié face aux ennemis des libertés, où que ce soit. Merci à vous.